Bienvenue à tous dans ce cours de langage C, sixième partie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux fonctions. Nous avons déjà utilisé les fonctions, nous avons vu comment appeler une fonction, puisque nous avons utilisé les fonctions scanf, printf, fonctions mathématiques. Nous allons voir aujourd'hui comment créer ses propres fonctions, comment écrire le code de cette fonction, comment l'appeler, comment déclarer cette fonction. On appelle ça aussi le prototype de la fonction. Et puis nous verrons le mécanisme interne d'appel de fonction, et notamment les notions de variables locales et de variables globales. Alors, avant d'écrire notre premier code de fonction, nous allons voir le mécanisme que nous avons déjà utilisé pour appeler les fonctions cosinus, rand, srand, time, printf. Alors d'abord, ces fonctions-là étaient définies dans des bibliothèques, donc stdio.h, time.h, math.h, std.h. Si on ouvre une bibliothèque, par exemple math.h, on va retrouver toutes les définitions ou les prototypes, aussi appelés déclarations, des fonctions que nous avons utilisées. Alors, si je prends par exemple la fonction cosinus, c'est une fonction qui prend en paramètre un double et qui renvoie le résultat du cosinus de cette valeur, donc sous forme aussi de double, donc sous forme réelle. Si je prends la fonction rand, rand ne prend rien en argument et renvoie un entier. Chaque fois qu'on utilise le compilateur, il génère un programme exécutable qui va utiliser le code qui est déjà compilé, code de la libc, donc de la bibliothèque de fonctions C fournie par l'OS, que ce soit Linux ou Windows, et il va générer l'exécutable, donc intégrer le code qu'il avait déjà compilé dans la libc. Il est temps maintenant d'écrire le code de notre première fonction. Alors la première fonction que nous allons écrire, c'est la fonction somme qui va prendre deux variables et faire la somme de ces deux variables et renvoyer le résultat de cette somme. Alors on va retrouver les trois parties que l'on a vues ensemble, c'est-à-dire la partie déclarative, donc qui va nous dire que somme renvoie une valeur et prend en argument deux valeurs. Donc ça c'est la partie prototype ou déclaration de la fonction. On va passer ensuite à l'appel dans le main, donc dans la fonction principale. On peut voir qu'on peut appeler la fonction somme de différentes manières, avec soit deux valeurs comme argument, soit une variable et une valeur, ou bien la somme de deux nombres, c'est-à-dire n plus n. On passe ensuite à la troisième partie qui est l'écriture à proprement parler du code. Ce code est très simple, puisque en fait il renvoie la somme des deux variables. Si on prend maintenant la deuxième fonction, alors cette deuxième fonction, elle a comme particularité de prendre un argument et de ne rien renvoyer. Alors on peut voir un nouveau mot-clé qui est le mot-clé void, qui veut dire rien. Donc la fonction affligne ne renvoie rien et prend un argument de type entier. Donc on peut retrouver trois appels de la fonction affligne dans le main, et puis le code qui correspond à un affichage de n étoiles, n étant passé un argument. Bien, passons à l'expérimentation. On va utiliser Python-tutor. Alors, on va faire une première fonction, on va l'appeler carré, donc il va calculer le carré d'une variable. Ça, c'est le prototype. Alors, on pourrait aussi créer le prototype sans mettre de valeur. On peut mettre la valeur que l'on veut, ça n'a pas d'importance. On va écrire le code de la fonction main. On va déclarer une variable n, alors ça peut être la même, on va voir après. Et on va appeler carré de 2 et carré de n. Et pourquoi pas carré de n fois 2. Alors, il faut évidemment écrire le code de la fonction. Donc, plusieurs solutions. Soit on utilise une variable intermédiaire, on fait le calcul et on retourne le résultat de cette valeur. Voyons le résultat de ce programme. Alors on va un petit peu essayer de comprendre l'affichage de Python-tutor qui est intéressant. Donc on voit qu'on est dans la fonction main, on fait un next. Cette fois-ci on appelle la fonction carré. Donc on voit que le code est parti exécuter le code de la fonction carré. On voit qu'on a la création de deux variables, la variable n qui est le paramètre et la variable résultat qui est aussi associée à carré. On voit que n a recopié, donc la valeur qui était ici, le 2, se retrouve copiée vers le paramètre n de la fonction. Résultat est égal à 4, puisque c'est n fois n. Et le return résultat, qui vient écraser les variables, donc les variables disparaissent de la fonction carré, et par contre, on a renvoyé le résultat, donc n est égal maintenant à 4. Donc, si on continue, next, appel de la fonction carré avec n est égal à 4, next, déclaration de n et de résultat, n prend la valeur 4, résultat prend la valeur 16, on renvoie la valeur de résultat et surtout
les variables disparaissent de la fonction carré. On retrouve dans n la valeur 16, donc c'était le calcul a été mis à jour. Et si maintenant on recommence encore une fois, recréation de variables, on voit qu'il n'y a plus rien dedans. Ces variables vont être recopiées, on voit que c'est maintenant 32, puisque c'était 2 fois 16. Exécution du calcul, donc 32 au carré, 1024, et renvoi vers la valeur n, et maintenant n est égal à 1024. Alors on fera attention, on a bien vu que finalement, les variables qui étaient dans la fonction carré apparaissent au moment de l'appel de la fonction et disparaissent à la sortie de la fonction. On parle de variables locales. On reviendra un peu dessus après. Revenons dans le code. On va maintenant limiter le code à son plus simple appareil, c'est-à-dire on va directement faire n fois n sans passer par une variable intermédiaire. Et on va retrouver le même résultat, c'est-à-dire déclaration de n pour le main, appel de la fonction carré, recopie de la valeur 2 dans la variable n de la fonction carré, exécution du code, et renvoi de ce calcul dans la variable n de la fonction main. On recommence et on va retrouver le même résultat, c'est-à-dire finalement 1024. Alors il est tout à fait possible de prendre le code, de remplacer le prototype directement par le code, de faire en fait un 2 en 1. Alors le compilateur n'est pas perturbé par cette façon de faire, et effectivement si j'exécute le programme, je n'ai aucune différence. Alors on prendra quand même l'habitude d'utiliser la première solution, c'est-à-dire d'écrire le code, c'est-à-dire le prototype au-dessus du main et le code en dessous du main. On verra un peu plus tard, quand on fera de la compilation multifichier, que l'on mettra tous les prototypes des fonctions dans un .h, dans un fichier .h, et le code des fonctions dans un fichier .c. Donc ça nous permet déjà de prendre l'habitude de séparer les définitions des codes des fonctions, puisque c'est ce qui se passe quand on fait un programme un peu plus complexe. Revenons sur l'exemple précédent et changeons le main. On veut afficher le carré de 2. Donc il suffit d'appeler la fonction n égale carré de 2 et afficher le résultat. Pour arriver au même résultat, on pourrait finalement utiliser la même fonction carré, mais cette fonction carré ne renvoie rien et va directement afficher la valeur du carré. Alors on retrouve souvent ce type d'erreur. Alors pourquoi on ne va pas utiliser cette fonction-là? Tout simplement parce que si maintenant je ne veux plus faire d'affichage sur la fonction carré, mais je veux l'afficher après avoir fait deux calculs, un carré de 2 puis un carré de 5, faire la somme et n'afficher que le résultat, la fonction carré que je viens d'écrire ne peut pas répondre à ce problème-là. Donc on va essayer de faire des fonctions les plus génériques possibles. Et donc une fonction la plus générique possible n'affiche rien. Elle fait un calcul et l'affichage sera fait dans le main. Alors avant de revenir sur la notion de variable locale et de variable globale, reprenons le code que l'on vient d'analyser. Donc une fonction carré, une variable n dans le main et une autre variable n dans la fonction carré. Nous avons vu que la variable n dans la fonction carré n'était visible que dans la fonction carré, et que la variable n dans la fonction main n'était visible que dans la fonction main. Alors on peut généraliser ce principe-là à tout type de code. Alors on va prendre un exemple avec une boucle for. On avait déjà vu un code où on avait la déclaration et l'utilisation de la variable directement dans la boucle for. C'est possible. On déclare et on initialise à 0 la variable i. Cette variable va passer de la valeur 0 jusqu'à 9, puis 10 et sortir. Et en fait, quand on va sortir de la boucle for, cette variable n'est plus lisible parce que cette variable n'existe qu'à l'intérieur des accolades. Et donc, on va avoir une erreur. Donc, si on veut afficher la valeur finale de i, il faudra déclarer i à l'extérieur de la boucle for pour pouvoir l'utiliser dans le printf. Donc, de façon plus générale, on dira que les variables ne sont visibles qu'à l'intérieur des accolades dans lesquelles elles apparaissent. Mais terminons avec les notions de variable locale et variable globale. Donc on revient sur un exemple simple de somme de deux variables. La fonction somme va avoir trois variables locales, IA, IB qui sont les deux arguments et n qui est la variable qui est créée dans la fonction. Et le main va avoir une variable n locale aussi à la fonction main. Donc l'appel de la fonction somme 2,3 va recopier la valeur 2 vers IA, la valeur 3 vers IB. Il va y avoir création de la variable n, calcul et renvoi de cette valeur vers la variable n du main. Alors on a une deuxième solution, c'est d'utiliser une variable, on va appeler gn comme global. Cette variable va être déclarée en dehors des deux fonctions.
Et donc on va avoir cette variable qui va être utilisable et dans le main et dans la fonction. Alors on évitera au maximum les variables globales, tout simplement parce que si on a beaucoup de fonctions, on va avoir beaucoup de variables globales et on va avoir des effets de bord avec des possibilités de bugs qu'on va essayer d'éviter au maximum. Alors revenons sur l'exercice d'affichage des lignes. Qui me permet d'afficher n étoiles. Pour aller plus vite, je ne vais pas passer par le prototype, je vais directement écrire le code au-dessus du main. Donc, supposons que je veuille afficher une matrice de 3 étoiles sur 3 étoiles. Je retrouve 3 étoiles sur 3 étoiles. Alors, on pourrait aller un peu plus loin, on pourrait dire je vais créer une fonction saut qui n'a aucun argument, qui vient juste remplacer, alors c'est juste pour être plus lisible, je remplace printf par saut. Jusqu'au bout, je retrouve le même principe. Alors qu'est-ce qui se passe si, à la place de 3, je mets i? Je vais avoir d'abord 0 ligne, puis 1 ligne, puis 2 lignes. Alors on va changer, je vais plutôt partir de 1, aller jusqu'à 3. J'arrive à faire un triangle. Je vais pouvoir donc créer un carré de taille n. Et donc, je vais reprendre tout simplement ce code-là. Et je n'aurai plus ici qu'à appeler carré de 3. Alors attention, si c'est un carré, ça donne ça. Donc j'ai un carré. Alors avec mes fonctions, je pourrais ici faire un void triangle, n, et remplacer affine de 3 par affine de i. Et je vais créer plutôt un triangle et un carré. Et voilà, donc finalement on peut voir que la découpe en fonction nous permet de décomposer des problèmes complexes en un code finalement assez simple. Alors voyons si mon code fonctionne, un triangle de 4 et un carré de 4. Alors je vais jusqu'au bout et je vois que rien n'a changé, je n'ai que 3, un triangle de 3 et un carré de 3. Donc en fait c'est figé, je me suis trompé dans l'écriture de mes fonctions. Elles ne sont pas paramétrées, donc ce n'est pas 3, c'est n pour le triangle, et pour le carré, c'est n lignes de taille n. On commence. Vérifions, donc là j'ai bien 1, 2, 3, 4 lignes, donc c'est mon triangle, 1, 2, 3, 4, et là j'ai bien mon carré de 4. Alors si je voulais faire un triangle inverse, je peux rajouter, je vais recopier ça. Je vais appeler ça inverse. Cette fois-ci, il faut aller de n jusqu'à 1. Et il faut aller en décroissant. Donc, ce sera n, n-1, puis n-2, etc. Alors, je vais appeler triangle inverse de 4. On va jusqu'au bout. On vérifie. Donc, j'ai bien 1, 2, 3, 4, un carré de 4 et un triangle inverse qui revient à 1. Voilà, donc finalement, la découpe en fonctions va nous permettre d'augmenter en complexité en gardant des fonctions simples que l'on va assembler les unes avec les autres.